Et salut à tous, on est en live et ce soir on est dans les pros d'Alsace et je suis avec Floriane que vous pouvez voir à l'image. Alors Floriane, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bonjour tout le monde, bonjour Lionel. Ben, ça va bien, écoute, il a fait beau, j'ai eu une journée de séance aujourd'hui, donc voilà, c'est bien passé, j'ai eu plein d'élèves, c'était sympa, on a bien bossé. Ah, super. Alors je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont déjà connectées. Donc évidemment, hein, pour ceux qui nous regardent, si jamais, dites-nous si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Alors j'ai appris que Floriane était en filaire, donc normalement ça devrait bien se passer pour C'est elle. ça, on Moi, espère. je suis toujours perdu à la campagne en Wi-Fi, alors on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Mais n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Et surtout, si jamais vous avez des questions à poser à Floriane, n'hésitez pas à les poser tout au long du live. Soit on reviendra sur vos questions à l'instant T, soit de toute façon, il y aura une phase de questions-réponses à la fin. Alors, avant qu'on commence, Floriane, est-ce que il a fait beau là où tu étais? Oui, 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 il a fait beau, même si à partir voilà, de cet après-midi, j'ai pas forcément beaucoup vu l'extérieur, mais oui, oui, il a fait beau. Alors c'est assez marrant hein, parce que je crois que toi et moi on est tous les deux dans le Bas-Rhin. C'est ça. Mais alors ce qui est bizarre c'est que chez moi il a commencé à légèrement pleuvoir. Je sais pas si chez toi il a plu. Oui, si, en fin d'après-midi, ouais, j'ai entendu que ça faisait plic-ploc sur le toit. Ok, donc ça arrive que euh, qu'il fasse beau et qu'il pleuve en même temps dans différents endroits qui sont juste à quelques kilomètres les uns des autres. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui nous rejoignent. Tout simplement, hein, Floriane, je te propose de commencer par la présentation habituelle, donc en 3-4 minutes. Un petit peu qui es-tu, je sais pas, qu'est-ce que tu as fait comme études, est-ce que tu as eu l'occasion de voyager, voilà une petite présentation pour nous dire un petit peu qui tu es. Ouais, alors rapidement, donc par où je commence? Oui, si je commence par le fait que ben voilà, j'ai toujours été comment dire, une bonne élève, on va dire, qui a adoré l'école. J'étais très adaptée à l'école et du coup, voilà, simplement, j'ai souhaité devenir assez rapidement enseignant. Alors, il y avait d'autres métiers qui m'intéressaient, orthophoniste, psychomotricien, des choses comme ça. Mais je me sentais pas les épaules quand on est jeune pour me mettre à mon propre compte, être libérale et tout ça. Donc, je me suis orientée vers l'enseignement assez rapidement. Hein. J'ai fait différents stages qui, à chaque fois, me convenaient, ont validé mon projet. Voilà, tout ça s'est très bien passé. Après mon bac, un bac classique ES, voilà, j'ai décidé de partir pour la psychologie. Donc, j'ai fait des études de psycho à Strasbourg. Donc, déjà là, à l'époque, c'était pas forcément la voie royale, ce qu'on appelait pour devenir enseignant. On conseillait plutôt de faire des études en maths, en histoire géo, enfin des matières qui seraient enseignées. Mais moi, ça me branchait pas plus que ça. J'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau et m'ouvrir un peu l'esprit à autre chose. Du coup, j'ai fait une licence de psycho. À la fin de ma licence de psycho, ben voilà, j'ai fait le concours de ce qui s'appelait à l'époque l'IUFM, puisque ça remonte à 2007. J'ai obtenu. Et ben voilà, l'IUFM à l'époque, c'était une première année de préparation au concours final pour vraiment devenir professeur stagiaire. Et donc, une fois qu'on obtient ce concours, la deuxième année de professorat, où on est déjà professeur stagiaire, où à l'époque, on avait une classe un jour par semaine, c'était le lundi, donc on remplaçait un directeur d'école ou autre un jour par semaine. Donc voilà, quoi dire, mes années de licence, j'ai adoré la psycho. Voilà, c'était vraiment un coup de cœur. J'ai trouvé ça hyper intéressant, au point que quand je suis allée vers l'IEFM, j'avais déjà un petit regret, un petit sentiment d'inachevé de m'arrêter à la licence parce que voilà, pour moi, j'étais pas allée au bout. Mais, voilà. Mon projet à l'époque me plaisait et voilà, je pensais que c'était le bon. Donc je suis allée à l'IEFM. Première année d'UFM, déjà gros désenchantement. Alors je parle pour moi, hein, c'est pas un avis, hein, c'est vraiment mon propre sentiment, hein, c'est pas un jugement de valeur. C'est juste que voilà, j'étais pas forcément adaptée une fois qu'on a vécu l'université avec toute la liberté, la nécessité de devenir indépendant, autonome. Quand on retournait après, enfin moi, quand je suis retournée à l'IUFM, j'avais l'impression vraiment de retourner à l'école où on avait voilà pas grand chose à dire. Voilà, donc c'était un petit peu difficile pour moi. J'ai quand même poursuivi et
en deuxième année, j'ai démissionné au bout d'un mois. Donc, au bout de 4 lundis, très exactement, d'enseignement, j'ai décidé que voilà, ça me convenait pas, ça me plaisait pas. Je me voyais pas faire ça toute ma vie, malgré tout ce que j'avais pu faire avant, les nombreux stages où à chaque fois, voilà, je me sentais très bien dans les classes. Mais là, le fait d'avoir entre guillemets ma classe, d'être tout seul devant plein d'enfants, je me sentais pas à l'aise. Voilà, j'arrivais pas à gérer les individualités, j'arrivais pas à trouver ma place avec voilà ce qui était demandé par l'éducation nationale, les programmes. Enfin, voilà, c'était pas pour moi. Le groupe classe et tout, c'était pas pour moi. C'est pas été une période forcément très facile, donc c'est pour ça quand j'ai partagé l'événement, j'ai dit un peu mes reconversions parce que voilà, j'ai dû me reconvertir quand même assez vite. Et ça a nécessité de faire un petit travail sur moi-même pour savoir, voilà, c'était mon rêve d'enfant, entre guillemets, qu'est-ce que je peux faire à la place. Donc j'ai pas su tout de suite. Je savais que la psycho, ça me plaisait. Donc je savais que j'allais très certainement retourner en psycho aussi pour capitaliser un petit peu sur mes années de licence, mais je savais pas forcément quoi faire, quelle branche. Il y avait plusieurs branches à Strasbourg, donc je savais pas forcément laquelle. Donc, vu qu'on était en plus arrivé à octobre, mi-octobre, le temps que je fasse les démarches de démission, voilà, je pouvais plus me réinscrire dans une année de fac, et c'était plutôt tant mieux. Donc, j'ai pris un peu de recul. Je suis allée travailler, j'ai fait du travail de secrétariat, voilà, assez basique, mais qui m'a permis de découvrir le monde du travail, de voir un petit peu de choses aussi. Et suite à ça, voilà, j'ai décidé de me réorienter et j'ai poursuivi en psycho du travail. Donc, à la rentrée d'après, je me suis réinscrite en master de psycho du travail, toujours à Strasbourg, où j'ai fini mon cursus du coup en master 2. Et après, il fallait travailler. Donc, j'ai travaillé, j'ai recherché du travail. Je m'étais plutôt orientée, j'aurais bien aimé travailler. J'ai fait un stage Master 1 à la CUS, Master 2 dans une industrie, dans une imprimerie qui n'existe plus à l'heure actuelle, qui s'appelait Istra, à Schiltigheim. Et j'aurais bien aimé aller dans des services RH, dans des industries où je trouvais ça intéressant. C'est pas ce que j'ai trouvé, mais voilà, c'était pas plus mal. Parfois, la vie a fait les choix pour nous et ça, c'est bien aussi. Donc, j'ai travaillé 5 ans pour Cap Emploi. Donc, Cap Emploi, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle co-traitant, mais plus simplement, on peut dire sous-traitant de Pôle emploi, qui s'occupe de demandeurs d'emploi qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc, qui est spécialisé vraiment pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, pour les aider à retrouver du travail. Donc, j'étais consultante là-bas et pendant 5 ans, j'ai aidé des personnes reconnues travailleurs handicapés à trouver du travail. Et de l'autre côté, des entreprises à recruter des travailleurs handicapés. Après, j'ai eu une petite envie de changement. Voilà, 5 ans, je trouvais que c'était. Voilà, j'aime bien le changement, j'aime bien bouger. Je trouvais que c'était pas mal. Et donc, j'ai travaillé ensuite pour le FONGECIF, donc toujours dans le conseil dans le milieu professionnel, mais plutôt là pour des salariés. Donc, des salariés qui avaient des souhaits de reconversion, qui se posaient des questions sur leur emploi. Donc, vu que le FONGECIF était plutôt connu pour financer le congé individuel de formation, financer la validation des acquis, financer le bilan de compétences, mais il y avait aussi une partie conseil, donc on recevait des salariés en entretien pour parler un peu avec eux de leur projet, de ce qui peut se faire, voilà, et de ce qui peut être financé aussi. C'était aussi une partie du nerf de la guerre. Et puis, il y a eu une réforme de la formation professionnelle qui a fait que les FONGECIF ont disparu et ont été remplacés par d'autres structures, donc un licenciement économique pour tous les salariés des FONGECIF de France, puisque c'était des structures qu'il y avait dans toute la France. Et donc reconversion. À nouveau, reconversion, pas forcément choisie, pas forcément évidente tout de suite, mais une fois le choc du licenciement passé, voilà, j'ai décidé de faire de ce nécessaire. J'aurais pas été obligée de me reconvertir, à vrai dire, mais j'ai décidé de prendre ma chance pour faire autre chose, pour me mettre du coup à mon compte, parce que voilà aussi le licenciement économique, c'est pas forcément une période très rose. Ça m'a permis de faire aussi un petit peu nouveau le point sur ce que j'avais envie de faire, si j'avais envie de rester salariée ou pas. La réponse n'était pas. Voilà, c'était plutôt une envie d'indépendance et d'autonomie. Et voilà, c'est lors d'un entretien avec une salariée qui se posait des questions sur son avenir professionnel, qui avait plusieurs pistes, qui m'a fait découvrir du coup la graphopédagogie. Elle, au final, c'est pas du tout une piste qu'elle a poursuivie parce que justement, elle, à l'époque, ça lui disait pas de devenir indépendante à son propre compte. Mais moi, c'est quelque chose, voilà, qui m'a
qui a retenu mon attention parce qu'on partait sur de l'enseignement, mais en même temps de l'enseignement individuel, puisque c'est des séances, c'est en gros un peu des cours privés, quoi, de l'enseignement particulier. Et on enseigne quoi? On enseigne l'écriture manuscrite, ce qui m'a toujours plu, écrire à la main, parce qu'il y a plein de bienfaits d'écrire à la main, et parce que j'ai toujours été attirée par tout ce qui est outils scripteurs, crayon, stylo, enfin voilà, c'est quelque chose qui me bottait bien. Donc voilà, j'ai poursuivi cette voie pour en arriver à septembre 2020, du coup, où j'ai commencé mon activité de graphopédagogue. Voilà un petit peu le cheminement. Bah écoute, très belle transition. Alors pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des questions, que ce soit sur le parcours ou sur l'activité concrète de Floriane, n'hésitez pas. Donc on va en revenir sur ce que tu fais là actuellement. Donc tu nous en as parlé très brièvement à l'instant, mais est-ce que tu peux peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail de en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, et c'est quoi un peu ton quotidien, on va dire, dans cette activité, et aussi je sais pas si je vais faire un parallèle avec est-ce que il y a des parallèles à faire avec d'autres je sais pas, d'autres méthodes aussi qui existent? Ok, ça marche, avec plaisir. Donc oui, la graphopédagogie, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, c'est plus souvent un petit peu connu sous le nom de rééducation de l'écriture, et ça a tendance parfois à être confondu soit avec la graphothérapie, soit avec la graphologie. Donc graphologie, pour dire ce que c'est rapidement, c'est l'étude de la personnalité souvent à travers l'écriture, très, très schématiquement. Graphothérapie, graphopédagogie, parfois il y a plus de ressemblances. La graphopédagogie, donc ce que moi je fais, c'est vraiment des cours particuliers d'écriture manuscrite, donc qui s'adressent à des personnes qui ont des difficultés pour écrire à la main. Alors c'est très souvent des enfants d'âge scolaire, ça va moyenne section pour ceux d'habitude qui ont des grands frères, grandes sœurs qui aimeraient apprendre à écrire plus vite parce qu'ils ont déjà vu d'autres plus grands écrire, mais souvent ça commence grande section CP. Et après, au niveau de l'âge maximal, à l'heure actuelle, mon plus vieil élève avait 77 ans. Donc voilà, donc il n'y a vraiment pas de limite d'âge pour apprendre à mieux écrire. Pourquoi les gens viennent souvent? Parce qu'ils ont donc des difficultés à écrire à la main. Les difficultés, elles peuvent être de plusieurs ordres. Donc, soit une écriture illisible, ça c'est souvent ce pourquoi les plus jeunes viennent me voir, parce qu'on dit qu'on n'arrive pas à les lire. Soit ça peut être des douleurs aussi, parce que quand on tient mal son stylo, son crayon, ça peut causer des douleurs. Soit parce que après l'écriture est lente, quoi, parce que voilà, si on n'a pas bien appris à écrire, si le geste n'est pas devenu automatique, il va nécessiter que la personne se concentre sur comment elle forme ses lettres, et du coup ça va créer des lenteurs aussi qui peuvent causer des problématiques orthographe, grammaire, parce que si on se concentre sur comment on forme les lettres, on peut difficilement être ce qu'il appelle en double tâche pour savoir, voilà, est-ce que j'écris bien ma phrase, est-ce que les accords sont bons, voilà, ça demande trop de capacité cognitive, et ça souvent, voilà, c'est compliqué à gérer. Donc le but, ça va vraiment être de retravailler tout ce qui est déjà les bases, la posture. Pour bien écrire, il faut être bien positionné, bien stable. Pour bien écrire, il faut bien tenir son outil qui écrit. La plupart alors je les appelle élèves, qui aient 5 ou 77 ans, c'est mes élèves. Donc quand je dis élèves, c'est au sens large. Ils tiennent souvent mal le crayon, le stylo, c'est-à-dire que souvent c'est pas les doigts qui vont écrire, ils vont pas bouger les doigts, ils vont pas plier le pouce, mais ça va souvent être un mouvement qui vient plutôt du poignet. Le poignet, lui, il est pas fait pour écrire, c'est une articulation assez grosse qui est pas faite pour faire des gestes précis. Du coup, on a souvent des douleurs au poignet, ou sinon des douleurs aux doigts parce que des tenues trop crispées, ils tiennent trop fort le crayon, trop fort le stylo. Du coup, voilà, on voit les jointures qui blanchissent au niveau des doigts, et ça fait mal. Donc c'est souvent des choses comme ça. Donc bien réapprendre à tenir le crayon, et avant cela souvent bien apprendre à bien bouger les doigts. Donc on passe souvent pour les plus jeunes par toute une étape de motricité fine pour que les petits doigts puissent bien bouger. Les pouces ont beaucoup de mal à se plier dans le bon sens. J'ai de temps en temps des hyperlaxes qui me plient le pouce dans l'autre sens plutôt que dans de la pliure naturelle, j'ai envie de dire. Donc on va un petit peu voir tout ça. Et pourquoi aussi, c'est un métier qui m'intéresse et qui me plaît, parce que l'écriture manuscrite, malgré ce qu'on peut penser, quand on est aujourd'hui adulte, qu'on travaille, on n'utilise plus forcément beaucoup l'écriture manuscrite, on est beaucoup à l'ordinateur, mais il y a plein
plein d'études qui prouvent encore aujourd'hui que écrire à la main, ça va avoir plein de bénéfices, plein de bienfaits pour tout ce qui est la lecture. En fait, on a découvert qu'a priori, c'est plutôt l'écriture qui a des bénéfices sur la lecture plutôt que l'inverse. Sur tout ce qui est orthographe, grammaire, justement, quand on a bien automatisé le geste, on arrive mieux à se concentrer sur l'orthographe, la grammaire, et même sur les capacités rédactionnelles. Il y a des tests qui ont prouvé que si on compare deux groupes de personnes, ceux qui vont écrire à l'ordinateur et ceux qui vont écrire à la main, les rédactions vont être plus riches à la main, alors qu'on aurait pu penser l'inverse. On se dit, voilà, c'est entre guillemets plus simple une fois qu'on s'est tapé à l'ordinateur de taper. Et non, il y a des études qui prouvent l'inverse. Donc voilà, c'est pour ça que c'est encore important d'enseigner l'écriture manuscrite aux enfants. Et dans l'écriture manuscrite, on va être surtout sur l'écriture, ce qu'ils appellent la cursive, donc l'écriture attachée, parce que c'est celle-là qui permet d'être le plus efficace, puisque les lettres sont attachées. Et à partir du moment où on fait ces liaisons bien rondes, j'ai envie de dire, on est sur de la fluidité, et du coup, c'est ce qui permet d'aller vite, puisque cursive, ça veut dire ça vient de courir, en fait. Donc, c'est une écriture qui doit pouvoir courir sans s'arrêter trop fréquemment. Donc ça aussi, on a souvent des collégiens qui viennent avec une belle écriture script, qui est bien personnalisée parce que ça leur plaît bien, mais c'est pas celle qui est la plus efficace. Donc voilà pour le travail en lui-même. On peut avoir, alors tu disais, des liens avec d'autres professionnels. Alors on va avoir des liens avec des orthophonistes souvent, des psychomotriciens aussi, des ergothérapeutes. Et puis bien sûr, on est beaucoup en lien avec les enseignants, quoi. Et aussi, ce qu'on pourrait moins penser, les orthoptistes, par exemple, des orthoptistes donc qui vont rééduquer la vision, parce que souvent les enfants ont des problèmes de vision. Comment les deux yeux vont travailler ensemble pour la lecture, mais ça va jouer aussi sur l'écriture. Si on ne voit pas bien, si les yeux travaillent pas bien pour tenir une ligne, le retour à la ligne et tout ça, ça va être compliqué. Donc, on a aussi des liens avec ce type de professionnels. Voilà. Alors, je rebondis puisque tu as une question de Anne que je vais afficher, qui te demande par rapport à ce que tu disais, qu'est-ce que la graphothérapie alors ? Alors, la graphothérapie, ouais. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la graphopédagogie, aujourd'hui, il y a une seule formation qui permet d'être graphopédagogue, c'est via une association qui s'appelle la 5E. La graphothérapie, il y a beaucoup plus d'organismes qui permettent d'être graphothérapeutes, et du coup, en fonction des organismes, des associations qui forment, le métier n'est pas toujours le même non plus. Enfin, ça va varier. À la base, la graphothérapie, donc c'est une thérapie, comme son nom l'indique. Donc, on est plutôt sur, on parle pas d'élèves pour le coup, on parle plus souvent de patients. Alors, je ne veux pas dire de bêtises non plus. Peut-être que certains autres graphothérapeutes, en fonction des courants de formation, parlent aussi d'élèves, mais la plupart, on est plutôt sur des patients. Au niveau de la rythmicité aussi, il y a une différence en graphopédagogie. En moyenne, on va voir les enfants une fois par mois. Une séance où on va impliquer les parents, jusqu'à un certain âge, quand ils sont lycéens ou adultes, il n'y a plus besoin des parents, mais voilà, jusqu'au collège, c'est bien que les parents viennent, puisqu'on va travailler des exercices en séance qui vont devoir être refaits quotidiennement à la maison, donc de l'ordre de 5 à 10 minutes par jour. Ça peut être plus, 15, 20 pour les lycéens qui nous viennent à 3 mois du bac et qui ne savent pas écrire, mais voilà. Donc, c'est bien que le parent soit impliqué, parce que souvent, les enfants vont retenir la finalité de l'exercice, c'est-à-dire, on veut qu'ils nous dessinent un œil de chat. Un œil de chat, c'est un trait au milieu et un rond autour. Ils vont nous retenir la figure finale, ils vont pas forcément bien faire comme on aimerait, avec les doigts qui bougent bien, la feuille bien positionnée et tout. De ce que j'en sais de la graphothérapie. Donc, on est plutôt sur des patients, on est sur un rythme plutôt plus élevé de consultation, pas toujours avec le parent qui est associé. Donc, voilà, ça va être... Et pas toujours avec du travail entre séances. Vu que le rythme est plus soutenu de séances, il n'y a pas forcément besoin de travail à côté. Au niveau du remboursement, c'est souvent une question qui est posée. D'habitude, aucun des deux n'est remboursé, si jamais. C'est souvent une question. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions et à rebondir sur ce qui est dit. Alors moi, je te propose d'avancer un petit peu dans le live. Depuis un an, on vit une période un petit peu compliquée. Comment ça se passe pour toi justement, ton activité, que ce soit de manière professionnelle ou personnelle? Est-ce que tu arrives malgré tout à fonctionner? Et est-ce que personnellement aussi, tu as peut-être eu des remises en question en te disant que tu avais fait le bon choix dans ce domaine?
Alors, c'est vrai que le confinement, ça n'a pas aidé, j'y attendais comme personne, hein, on s'y attendait pas. J'ai été licenciée, donc moi, c'était décembre, que je ne dise pas de bêtises, 2019, le temps passe vite. Donc, je me suis formée sur l'année 2020 et j'ai commencé mon activité en septembre 2020. Donc, voilà, on était déjà en plein bazar, si on peut dire ça comme ça. La formation déjà a été un petit peu chamboulée du fait des problématiques sanitaires. Donc déjà là, ça a été un petit peu, voilà, on a dû faire une session en distance alors qu'elle était prévue en présentiel. Enfin voilà, il y a déjà eu des chamboulements à ce niveau-là. Le distanciel n'est pas forcément l'idéal sur ce type de métier, voilà, parce qu'on a quand même besoin souvent de voir et la posture globale et les mains de la personne en face. Enfin voilà, on regarde même parfois les pieds pour être sûr qu'ils soient bien stables. Donc c'est pas super. Après voilà, vu que j'ai commencé en plein confinement, je me dis que la suite ça peut être que mieux. Les 2 premiers confinements, j'avais pas travaillé. Le tout premier, j'étais encore en formation en mars. Le deuxième, j'avais à peine commencé et vu que notre profession n'est pas connue, voilà, c'était difficile de savoir est-ce qu'on peut ou pas continuer à travailler, hein. Elle était répertoriée un peu nulle part. Donc voilà, j'avais préféré jouer la sûreté en me disant voilà, j'ai pas encore beaucoup commencé. On va plutôt essayer de calmer le jeu au niveau de la situation sanitaire et de jouer le jeu. Là, pour le coup, sur le dernier confinement, vu que voilà, j'ai pu m'entretenir avec d'autres graphopédagogues qui avaient plus de bouteilles qui étaient restées ouvertes. Elles m'ont dit si, on fait partie des activités qui peuvent continuer. Donc là, pour le coup, sur ce confinement, j'ai continué. Donc en appliquant voilà les gestes, tout ce qu'il faut, hein, voilà, ça c'est pas trop compliqué pour le coup. C'est des séances, donc l'enfant vient avec son parent, on aère entre chaque séance, le masque, ça, voilà, c'est pas trop dérangeant non plus. On n'est pas, voilà, je suis pas orthophoniste où il faut voir le visage, même si parfois ça peut aider pour certains petits tics au niveau du visage, mais voilà, c'est pas trop gênant. Donc le confinement, ouais, j'aurais préféré pas, mais bon, comme tout le monde. Je suis pas l'activité qui est la plus impactée, voilà, j'ai pas le plus à me plaindre. C'est un début du coup en douceur, et je vais espérer qu'après ça décolle un petit peu plus, quoi. Hein. Et personnellement, est-ce que à un moment tu as eu des doutes ou pas en te Alors disant oui, si. Après, on essaye de vite les balayer parce que voilà, j'ai à peine de me reconvertir et que c'est pas encore pour rechanger. Donc et puis voilà, comme dit, pour l'instant, voilà, je veux pas me plaindre parce que voilà, je pense pas que je sois parmi les pires activités qui ont vraiment eu à en pâtir. Donc je pense qu'il y a pire pour voilà tout ce qui est quand je pense aux restaurateurs ou autres. Et d'autres que j'oublie, hein, que voilà, je veux pas froisser, mais voilà, je pense qu'il y a bien pire. Donc voilà. Bon. Les doutes, j'essaye de les balayer vite, et puis voilà, je suis sur un début d'activité, donc il y a plein de choses aussi encore à faire, justement encore rien qu'au niveau de la communication, donc il y a plein d'autres choses qui peuvent être travaillées à côté. Donc ouais, il y a de quoi faire. Ok. Et alors, c'est quoi les projets d'avenir que tu as maintenant au niveau professionnel, personnel comment tu te projettes d'ici 1 an ou 2? Alors, déjà, j'ai un peu plein d'idées tout le temps, donc il faut que je les canalise. J'aimerais bien, voilà, si ça, j'avais eu un contact et j'aimerais bien qu'il puisse se matérialiser avec une résidence senior pour élargir aussi le travail justement sur la rééducation d'écriture pour les aînés, pour tout ce qui est le maintien de l'autonomie, hein, parce que justement, en plus, les seniors, c'est souvent des gens qui ont été habitués à écrire à la main, et le fait de perdre ces capacités au niveau de la motricité fine et au niveau de l'écriture, c'est des choses voilà qui vont de pair avec la perte d'autonomie. Donc si on peut un petit peu garder ça, on peut maintenir l'autonomie. Donc ça, j'aimerais vraiment que ça puisse se faire résidence senior, éventuellement maison de retraite aussi, des ateliers. Donc voilà, forcément en ce moment c'est pas le meilleur moment pour les proposer. Donc ça, j'aimerais bien que ça puisse voir le jour. Après, j'aimerais bien aussi, voilà, depuis que je me suis lancée dans la création d'activités, moi j'étais plutôt quelqu'un à la base, quand j'étais élève, plutôt timide. Après, le monde du travail m'a forcée à devenir un petit peu moins timide, à oser m'exprimer, dire ce que je pense. Et là, depuis voilà, que je suis créatrice d'entreprise, hein, quand même, voilà, on est obligé d'avoir un petit peu de courage et d'aller vers les gens, poser des questions, parce que voilà, personne ne le fera pour nous. Et si nous, on ne croit pas à nos propres activités, il n'y a personne qui va pouvoir
pour nous, quoi. Donc là, j'aimerais continuer sur cette lancée parce que j'ai découvert vraiment des personnes super sympas dans ce monde de la création d'activités. Donc j'aimerais continuer ces rencontres avec des gens de tous horizons, hein, voilà, tous les lives que tu as pu faire sur les pros d'Alsace ou les femmes inspirantes. Voilà, il y a vraiment des chouettes personnalités et j'aimerais bien pouvoir continuer de les rencontrer et puis après voir si on peut réussir à faire un truc aussi autour justement de l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, parce que je disais, les élèves, mes enfants là, que je rencontre, ils ont un peu de mal quand je leur dis mais si l'écriture c'est important, ils ont un peu de mal à me croire. Donc j'aimerais bien voir un petit peu, peut-être recueillir des témoignages de personnes qui aujourd'hui sont dans le monde du travail pour qui soit l'écriture manuscrite est encore importante, soit a été importante à un moment de leur parcours, quoi. Donc, ça fait partie un petit peu de mes pistes. Et puis après presque chaque jour quand je me lève j'en ai une autre, mais il faut faire le tri un petit peu. Donc ça c'est au niveau pro, au niveau perso, voilà, tout entre guillemets tout va bien. Voilà, je suis maman d'un petit bout qui est en petite section de maternelle, donc c'est le voir grandir tranquillement. Voilà, ce qui permet aussi cette activité ça de bien que ça permet. Ce que j'aimais pas trop dans le salariat et que j'avais du mal, c'était les horaires fixes imposés, que si t'es pas là de telle heure à tel jour à telle heure, t'es pas un bon salarié, alors que je pense qu'on peut très bien faire son travail si on fait pas forcément 35 heures, même en faisant moins. Donc voilà, je pense que le présentéisme n'est pas synonyme d'un bon salarié. Donc voilà. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, oui, avec le confinement et le télétravail, bon voilà, il y en a beaucoup qui doivent travailler à la maison sans pour autant travailler du même niveau que ce qu'ils faisaient dans une entreprise. Inversement, il y en a qui travaillent sans doute plus. Oui. Mon mari télétravail, il fait plus. Voilà, donc bon, ça dépend. Moi, je rebondis juste avant qu'on enchaîne pour celles et ceux qui nous regardent, qui aimeraient peut-être aussi se lancer, comme toi, dans la création d'entreprise. Ce serait quoi, je sais pas, les 2-3 conseils que tu pourrais leur donner pour celles et ceux qui auraient aussi un projet? Ouais, alors déjà voilà, alors moi j'avais ce petit avantage, c'est que vu que je travaillais pour le FONGECIF, des reconversions, j'en ai vu quelques-unes passer, donc je savais un petit peu les étapes à mettre en place avant, hein. Je me suis pas lancée totalement à l'aveuglette, hein. Une fois que j'ai eu ces ventes de ce métier, je me suis renseignée, j'ai rencontré des gens qui faisaient ce métier pour être sûre que ça pouvait me convenir. Je me suis renseignée sur la formation, enfin voilà, il y a déjà tout ça à mettre en place en amont, hein, ce que dans notre métier avant on appelait la validation de projet, c'est-à-dire au minimum faire des enquêtes métiers, c'est-à-dire rencontrer des professionnels du métier qui nous intéressent, voire éventuellement des stages si c'est possible. C'est pas toujours possible dans tous les métiers. Et après, c'est une fois qu'on a franchi le cap, qu'on se dit ok, c'est le métier, souvent il faut se former. Donc là, après, c'est encore une autre paire de manches de trouver et du temps et ou de l'argent. Et là, ne pas hésiter, hein, toujours. Enfin, c'est s'entourer. Hein, si on n'a pas, voilà, il existe quand même pas mal de dispositifs aujourd'hui. On peut pas tout connaître, mais c'est trouver les bonnes personnes ressources. Hein. Une fois que je me suis formée, moi, à la création d'activités, voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais j'étais pas une hyper spécialiste sur la création d'activités. Donc voilà, là je savais par contre que en étant demandeur d'emploi à Pôle emploi, il pouvait y avoir des formations liées à la création d'activités, des spécialistes sur le secteur où je suis. Voilà, il y a des spécialistes. Après, j'ai commencé dans une couveuse d'activités, donc ça c'est pas mal aussi. Créacité, ça permet de démarrer. En étant entouré, parce que je pense que démarrer tout seul dans son coin, c'est pas forcément évident, surtout pour une première création d'activité. Donc voilà, c'est vraiment essayer de multiplier les contacts. Je trouve qu'on n'a jamais assez de réseau, entre guillemets. Je veux pas dire c'est pas du réseau au sens piston, mais c'est vraiment du réseau des gens qui savent ou qui ont des points de vue. Alors même si c'est pas, les points de vue sont parfois divergents, mais ça permet chacun de faire, entre guillemets, sa petite cuisine et de savoir voilà, ce qui est important pour nous et se faire sa propre opinion, quoi. Parce que il y a quand même beaucoup de choses à savoir quand on se lance. Ok, alors on est quasiment à 30 minutes de live. Est-ce que tu as vu le temps passer? Non, pas du tout. Je regarde le compteur et je me dis ah, à ce point. Ah, t'as le petit compteur qui s'affiche aussi? C'est ça, ouais. Surtout en plus que je sais que, désolé pour ceux qui écoutent, mais j'ai tendance à parler vite, donc. Oui, tiens, pour ceux qui nous regardent, dites-nous si vous trouvez que Floriane parle vite, si vous avez réussi à
à tout comprendre. Hein. N'hésitez pas. Alors, il y a Sophie qui dit bonjour, j'ai l'impression, puisqu'elle a mis une petite icône. Ah non, c'est peut-être une icône de main qui tape comme ça, donc pour te féliciter. Merci. Je vois que Anne te disait merci sur ton explication de la graphothérapie. Après, je pense qu'elle n'était pas exhaustive, hein, donc faut pas hésiter à voilà, soit se renseigner sur les organismes de formation en graphothérapie ou poser la question à des graphothérapeutes parce que voilà, comme dit, il y a vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal de différences. Et il y a, pour en connaître une graphothérapeute sur le secteur, ça se rapproche quand même pas mal de ce que je fais aussi. Donc voilà, c'est assez différent aussi en fonction des graphothérapeutes. Ben, si jamais Anne, tu es toujours parmi nous et que tu aimerais peut-être un complément sur la graphothérapie, hein, n'hésite pas, profites-en. Et je vois, si jamais Sophie aussi, tu as une question à poser, n'hésite pas à nous poser une question. Hein, je sais pas d'ailleurs pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des questions. Et j'en profite aussi pour dire que la vidéo de toute façon, elle sera en replay. Donc si pour ceux qui nous regarderont un peu plus tard, vous avez des questions ou autres, ben, n'hésitez pas de toute façon à les poser puisque Florian pourra toujours voir la vidéo et voir toutes les questions qui ont été posées. Alors moi je rebondis rapidement hein, puisque tu parlais à plusieurs reprises du fait que tu avais des élèves donc enfants et adultes. Oui. Au niveau des adultes, ça se passe comment pour ceux qui viennent chez toi? Ceux qui viennent, ils sont en mode cool, relax, ou ils sont en mode un peu stressé de devoir venir te voir, ou comment ils Alors, sont? tu parles que des adultes du coup, tu parles de tous, peu importe Ouais, l'âge. non, non, juste les adultes. Est-ce Alors que non, juste les adultes du coup, hein, contrairement aux enfants, d'habitude ils viennent de leur propre initiative. Du coup, ils sont plutôt très motivés, et ni particulièrement stressés, ni particulièrement descendus. Ils prennent ça quand même au sérieux. Habituellement, c'est des rééducations qui vont assez rapidement. Voilà, on les finit assez vite parce que voilà, ils ont une motivation intrinsèque. Alors que certains de mes petits loulous, c'est papa et maman qui les emmènent. Et ils ont pas forcément ni très envie, ni forcément compris tous les tenants et les aboutissants. Donc voilà, c'est des rééducations qui sont assez rapides. Très souvent, les adultes, pour le coup, au niveau de la motricité fine, il n'y a pas grand-chose à revoir. Très souvent, ils tiennent aussi bien leur crayon. Donc c'est plutôt vraiment là reprendre comment on forme les lettres pour être le plus efficace possible. On va souvent être parfois sur des écritures script, donc des écritures détachées qui sont pas les plus efficaces, ou voilà parce qu'ils ont pris des habitudes. Hein, quand on écrit vite, alors les médecins, pourquoi ils écrivent mal? Parce qu'ils ont fait beaucoup d'études où ils ont dû écrire très vite. Hein, moi aussi, hein, mon écriture, autant j'écrivais très bien jusqu'au lycée, et autant après à la fac, voilà, on écrit sur des supports qui sont pas forcément adaptés, voilà, sur des coins de table avec des stylos billes, on doit écrire vite. Voilà, l'écriture, forcément, elle se détériore. Donc voilà, il y a souvent ça aussi qui est en jeu. Parfois des crampes d'écrivain aussi qui sont à rééduquer. Donc ça, c'est des douleurs dans la main. Voilà, donc il y a différentes là la personne que j'ai eue, c'était surtout voilà, il voulait écrire et réussir à écrire vite tout en étant lisible, parce qu'il avait soit il écrivait bien et lentement, soit il écrivait vite et il n'arrivait plus à se lire, ce qui est un peu problématique quand même. Donc c'est souvent ce type de problématique. Mhm. Et c'est quoi un petit peu les profils justement d'adultes qui viennent te voir? Oui, donc alors soit c'est des gens dans le milieu professionnel qui ont quand même encore besoin d'écrire parfois à la main pour laisser des petits mots, des petites notes, voilà, des choses comme ça. Et quand un certain nombre de fois ils se sont fait entendre par les collègues, ah, qu'est-ce que t'as nouveau écrit là, j'arrive pas à lire, ou voilà, à un moment ça c'est un peu désagréable. Soit des personnes, voilà, ma personne là de 77 ans, c'était plutôt parce que oui, il avait envie d'écrire hein, ses mémoires, et oui, quand il écrivait vite pour réussir à mettre sur le papier tout ce qu'il avait en tête, il n'arrivait plus à se relire, donc ce qui était problématique. Et après oui, c'est vraiment plus souvent des écritures illisibles, quoi. Hein. C'est vraiment ça, parce que avec l'âge, avec la vitesse, on n'écrit pas bien. Je répète, hein, les outils qu'on utilise hein, sont pas forcément toujours le stylo bille. Alors j'ai rien contre les différentes marques, mais demande que ce soit tenu très droit pour écrire. Et c'est pas ce qui est
efficace comme tenue de crayon pour écrire. Donc, et à partir du moment où on va essayer de le coucher, le stylo bille écrit plus. Donc, et il glisse aussi. Enfin voilà. Donc c'est pas là qu'on a les plus belles écritures. Donc là aussi, il y a des choses toutes bêtes à savoir que voilà, pour bien écrire, pour bien voir ce qu'on écrit, il faut par exemple pencher la feuille. Alors ça, souvent quand on est adulte, enfin c'est quelque chose qui est assez naturel, mais chez beaucoup d'enfants, pour le coup, ça l'est pas du tout. Ils la tiennent droite comme pour lire, mais penchée dans le sens du bras pour bien voir, ça c'est quelque chose qui leur semble presque de la science-fiction, quoi, alors que c'est quelque chose d'assez bête à mettre en place. Mais c'est un petit peu les différentes choses mais il y a pas mal de choses à faire, hein. L'écriture, ça regroupe pas mal de points qui sont à travailler, hein. Comme dit, on va revoir tout ce qui est la posture. Ça, souvent, ils viennent aussi avec. Alors, c'est les plus jeunes, hein. Les adultes, d'habitude, la posture, ça va plutôt bien. La main qui ne tient pas, voilà, des petites choses qui sont malgré tout difficiles à faire changer, hein. Les habitudes, elles ont la vie dure. C'est pour ça aussi que moi je disais, il va y avoir des petites activités un petit peu à faire tous les jours pour que ça rentre vraiment dans la mémoire du corps. Ce qu'on propose, c'est pas forcément difficile à faire en séance, mais c'est le fait qu'on va le répéter que ça va permettre de rentrer dans la mémoire du corps, de bien sortir des doigts, l'écriture. Donc c'est vraiment ça qui est important. Et voilà, la différence souvent entre une rééducation qui réussit et celles qui réussissent moins ou pas, parce qu'il y en a aussi qui réussissent pas, c'est vraiment l'entraînement derrière et le bon entraînement, pour le coup. Pas s'entraîner n'importe comment, hein. C'est comme un sport, comme la musique, comme pour tout au final, quoi. Ok, bah écoute, moi je te remercie. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Donc bon, pour ceux qui nous verront en replay, encore une fois, vous pouvez poser vos questions, on pourra toujours revenir dessus. Donc on arrive un petit peu à la fin du live. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin justement à partager aux spectateurs. Que l'écriture manuscrite c'est importante et que voilà, si avec plaisir, s'ils peuvent porter la bonne parole, j'ai envie de dire, si j'ai réussi un petit peu à les convaincre, voilà, qu'ils puissent, parce que c'est quelque chose, voilà, surtout, hein, comme dit orthographe, capacité rédactionnelle, c'est important pour les plus jeunes, mais même encore à l'âge adulte. Et puis pour les plus jeunes, pour le coup, ils apprennent beaucoup par l'exemple. Donc si à la maison les adultes écrivent plus du tout à la main, ça va être difficile de leur dire qu'il faut écrire à la main. Par contre aussi, même si on a une écriture soi-même qui est pas top en tant qu'adulte, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas écrire devant un enfant, hein. On a fait sa scolarité, c'est derrière nous. Voilà, je compare souvent avec, c'est pas parce qu'on chante pas bien qu'on doit s'empêcher de chanter, c'est pas parce qu'on danse pas bien qu'on doit s'empêcher de danser. C'est un peu pareil pour l'écriture. C'est pas parce qu'on n'écrit pas bien qu'on ne peut pas écrire à la main et qu'on peut pas montrer que ça nous fait plaisir quand même d'écrire à la main et qu'on aime ça, quoi. Ok. Pas de honte à avoir. Bah écoute, moi je te remercie d'avoir. Alors il y a un gros message en fait qui vient d'apparaître là. Attention. Alors je regarde juste. Donc c'est Anne qui te dit bravo pour vos reconversions. Je suis enseignant depuis une dizaine d'années, près de 5 ans en grande section. Je suis particulièrement sensible par les problèmes rencontrés lors de l'apprentissage de l'écriture, ce qui entraîne de ce fait l'énorme frustration de ne pas aider correctement chacun de mes 28 élèves. Je découvre un peu plus votre métier, je me renseigne, pourtant se reconvertir dans l'EN semble si difficile, donc un grand bravo à vous. Ouais, merci. Et puis si jamais, alors je sais pas d'où elle nous écoute, mais après on réalise des interventions aussi en école. Enfin voilà, on peut faire des choses même voilà un peu plus poussées en lien avec les écoles, hein. Je suis de temps en temps dans les écoles, soit auprès des équipes enseignantes souvent, mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Ok, bah écoute, si jamais Anne, normalement tu as elle est à Montpellier. Ah bon, il y a sans doute des collègues qui sont dans le secteur là-bas. Ok, bah écoute, merci à toi Anne pour ton message. Moi je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont posé des questions, toutes les personnes qui poseront des questions. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain live les pros d'Alsace et j'espère que je te remercie et j'espère que tu passeras une bonne soirée Floriane. Merci, oui, de même. Merci Lionel, merci à tout le monde pour nous avoir écoutés. Et, voilà, c'était un grand plaisir. C'était une première pour moi et voilà, c'est super. Super. On se retrouve dans 2 semaines et bonne soirée à toutes et à tous. Ciao. Bonne soirée.